pense que s'inspirer de modèles iconiques, c'est pas un problème. Entre l'inspiration, la montre hommage et la copie, c'est ça. Il y a quand même des niveaux différents. On voit bien l'inspiration de chez Patek pour le bracelet. Les maillons font un peu maillon Nautilus, mais en même temps l'extérieur du bracelet avec ses arêtes, on est plus du coup sur le bracelet de la Royal Oak. Si elle fait hommage à trois modèles différents, c'est qu'elle a juste pris le meilleur du design chez différents modèles. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Sacha. Salut Xavier. Ça va? Très bien, et toi? Il a osé s'asseoir à ma place habituelle, les amis. Je sens qu'on va se régaler. T'es venu avec une Venezianico Arsenal Platino. C'est italien, ça? C'est italien. T'es italien? Pas du tout. Il n'est pas italien. Ça tombe bien, moi non plus. Alors, fais voir. Je vais essayer de l'essayer. Je suis venu avec un modèle que vous connaissez bien, qui a une ligne esthétique. Ouais, on est un petit peu, nos amis italiens se seraient-ils inspirés ou non? Pas pour le bracelet. Le bracelet, on est plutôt chez la concurrente de la tienne. Alors, Venezianico, les amis, on en parle beaucoup. Ceux qui étaient à Wheel of Wedges ont pu les voir. Oui. C'est une marque qui fait son trou, j'ai l'impression, avec beaucoup de modèles. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une marque inconnue italienne? Les réseaux sociaux. Vraiment, je me suis fait matraquer par la publicité sur Instagram. Ouais. Voilà. Et c'était il y a, je pense, il y a 1 an et demi, quand ils ont sorti la première Arsenal, avec les 3 cadrans très cool. Enfin, il y avait un noir, et il y avait un cadran bleu et un cadran violet. Violet vraiment pétant. Ouais. Donc c'est ce cadran-là qui m'a attrapé, voilà. Avec quand tu dis la première Arsenal, ça veut dire que ça c'est déjà la deuxième? Alors ils ont fait plusieurs versions. Ouais. Et pour le coup, elle a évolué. Et justement, quand j'ai vu la première, je l'ai trouvée très sympa, assez moderne, un design vraiment vraiment cool. Et puis le bracelet intégré, etc. Elle était très fine, 8 mm 95. Donc vraiment très fin, avec le verre compris. Ouais. Plus fine que celle-là? Plus fine que celle-là, parce que ce qui a évolué, c'est que au travers des versions, donc ils avaient les 3 premières, ensuite ils ont lancé une en aventurine, ouais, une en ultra black, ouais, et une en météorite. Et quand ils sont passés sur celle-ci, sur ces 3-là, ils ont ajouté du coup la 3e aiguille, l'aiguille des secondes. Alors que la première était une 2 aiguilles. C'était une 2 aiguilles. Voilà. Et moi, ça me dérangeait. Mais il y a pas autre chose. J'ai essayé de me renseigner, les amis, mais pas trop quand même, parce que c'est toi qui l'as acheté, qui a cédé aussi. Ouais. Tu vois. Exactement. Au départ, il y avait pas un mouvement Miyota ou Seiko, et là, il y a un mouvement suisse. Oui, c'est un Soprod M100. Ouais. Et surtout, du coup, ils sont passés sur un 3 aiguilles. Et sur celle-ci, parce que sur la météorite, c'est pas le cas. Sur celle-ci, on a à l'arrière non plus un fond gravé, mais un fond transparent. Un fond saphir. Laisse-moi regarder ça sérieusement. Et donc, c'est ces atouts-là qui m'ont fait craquer. C'est le Soprod M100, ça. Ouais. Donc là, t'as le cadran, on va revenir sur le mouvement après, t'as un cadran platino. Alors, le cadran, c'est un cadran en platine. C'est pas du tout ce qui m'a attiré au départ. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment le 3 aiguilles, etc. qui m'a attiré, mais j'ai toujours aimé les cadrans texturés. Et là, il y a un vrai travail dessus. C'est-à-dire que il démarre, en fait, sur un cadran, une base platine classique. Il le martèle. Et ensuite, ils font un traitement. Ils le replaquent, si tu veux, aux platines, pour que tout ce qui est martelé soit figé dans le temps. Donc ça fait un cadran qui est quand même vraiment sympa. Est-ce que tu l'as regardé très très près Jamais. T'as le droit de regarder. C'est pas mal réussi. Les amis, combien ça coûte ça? Alors il y en a plus en vente déjà. En tout cas sur leur site, sur le site Venezianico, il y en a plus en vente. Moi je sais où il y en a en vente. Tu veux savoir? Dis-moi. Ouais les amis. Alors acheter une Venezianico, c'est pas facile. Même si Sacha, à mon avis, va vous convaincre, il y a vraiment des atouts là-dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détaillants. Alors, il y en a à Paris, vous pouvez l'essayer, peut-être, s'ils en ont encore, chez Ochrono, rue de Rivoli à Paris, mais la bonne façon de faire, je pense, c'est plutôt d'aller sur le site d'Okara. Si vous avez jamais acheté chez eux, il y a 10% de réduction. Ouais. Donc, elle est à 1490. Il me semble qu'ils l'ont, mais s'ils en ont en stock, je sais pas. Après, il y a les autres coloris, il y a les autres modèles de Venezianico. Les amis, je vous mets le lien en description. C'est un lien affilié.
Si Sacha vous convainc de l'intérêt de cette montre, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça soutient bien évidemment le développement de la plateforme notamment. Mais ce qui compte, c'est toi, ce que t'en penses. Prends 15 secondes dans cet épisode avec Sacha pour t'inviter au prochain meet-up d'Alichus à Paris le 27 novembre en partenariat avec Victorinox. Que tu aies eu ou non un couteau suisse comme moi et comme Sacha et comme d'autres dans ta jeunesse, c'est le moment de venir découvrir les montres Victorinox avec leur ADN si singulier. Si t'as l'esprit aventurier, baroudeur ou simplement l'envie de partager un bon moment avec d'autres amateurs de montres, ne tarde pas à t'inscrire. L'événement a lieu dans une semaine, le 27 novembre à 19h à Paris. Je te mets le lien en description pour que tu puisses t'inscrire et nous rejoindre et passer un bon moment avec toute la communauté d'Alichus. Depuis que tu l'as, il y a combien de temps? Je l'ai eu cet été. Ouais. En début d'été. Alors, tu t'es fait matraquer, tu l'as dit toi-même, matraquer par les réseaux. Ça, c'était il y a plus d'un an. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ça t'a pris plus de 6 mois avant d'y aller? Alors, j'avais pas envie de mettre le budget. La première, elle était à 800 €. Ouais. J'avais pas envie de mettre ce budget dans cette montre-là. Là, elle est à 1490. Exactement. Et en fait, je suis allé, donc tu vois, c'est bien que tu dis ça, c'est que je suis allé, par un hasard, je passais rue de Rivoli. Ah. Donc, Okay. je suis passé chez Ochrono. Ils en avaient en stock et ils avaient justement celle-ci. Moi, je venais voir... non, pardon, ils avaient pas celle-ci. Ils avaient la météorite. Ok. Donc, je suis venu. Je suis assez fan des cadrans météorites. J'en ai jamais encore eu. Et donc, je suis allé l'essayer. Et en fait, en l'essayant, plus que le cadran, j'ai vu la qualité des matériaux, la qualité de finition qui est quand même assez exceptionnelle pour le prix de la montre. Et au porté, je l'ai trouvé vraiment agréable. Et là, c'est là où j'ai en fait su qu'il y avait une possibilité avec une 3e aiguille, ce qui me manquait franchement sur la basique. Et donc en fait, j'étais pas prêt à mettre 800 € pour celle qui n'avait pas la 3e aiguille, mais là, la platine avec le fond saphir et la 3e aiguille, j'étais prêt à mettre un peu plus. À ce moment-là, la marque faisait une promo parce qu'il y en avait encore sur le site de la marque. Et donc, je l'ai touché un peu moins cher. Donc, tu l'as touché moins cher en l'achetant sur le site Venezianico. Exactement. .it ou .com. Les amis italiens, si je me trompe, sur votre site, c'est pas grave, je le mettrai là en description. Ce que tu dis est intéressant. Tu vois, cette Royal Oak là, c'est une 3 aiguilles date. Mm-hmm. Mais c'est pas la descendante directe de la Royal Oak, celle qu'on surnomme Jumbo, qui était une 2 aiguilles date sans trotteuse, tu vois, qui fait que on est sur une montre qui est plus fine, comme celle-ci. Après, on va pas se mentir quand même. Il y a, quand on la regarde là, il y a une ligne esthétique qui est inspirée. Bien sûr. Mais je trouve qu'il combine pas mal de choses où on pourrait se dire, est-ce trop ou pas assez inspiré? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vais jouer l'avocat du diable en disant que c'est trop inspiré. Et toi, puisque tu l'as acheté, forcément, tu considères que c'est pas le cas. Pas forcément. Je pense que s'inspirer de modèles iconiques, c'est pas un problème. Ouais. Entre l'inspiration, la montre hommage et la copie, c'est ça. Il y a quand même des niveaux différents. Il a compris où je veux l'amener, les amis. Est-ce qu'on est sur le bon réglage ou un peu trop ou pas assez? Moi, je trouve que oui. Bon réglage. Je trouve que oui. On voit bien l'inspiration de chez Patek pour le bracelet. Voilà, les maillons font un peu maillon Nautilus, mais en même temps l'extérieur du bracelet avec ses arêtes, on est plus du coup sur le bracelet de la Royal Oak. Donc oui, c'est un peu des deux, mais en même temps la lunette, on n'a pas une lunette vissée. Donc la lunette, elle est un peu propre à ce modèle-là. Je peux te taquiner? Oui, dis-moi. Elle est un peu parmigianesque. Oui, c'est vrai. Tonda, mais ça vrai. Pas. Mais donc si on s'inspire de modèles aussi multiples, on peut pas être sur une montre hommage. Une montre hommage, elle doit faire hommage à une marque ou à un modèle. Si elle fait hommage à 3 modèles différents, c'est qu'elle a juste pris le meilleur du design chez différents modèles. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Quel diamètre? 40. Normalement, si elle me va, qu'est-ce qui se passe? Tu repars avec et moi je pars avec la tienne. Il y a pas de souci, hein. Mais je suis un peu serré. Je suis un peu serré quand même. Pourtant, j'ai les autres maillons, hein. J'ai les autres maillons dans la boîte, donc on peut s'arranger, hein. J'ai pas le tournevis. Mais non, mais s'il n'y a pas le tournevis, c'est pas faisable, c'est pas possible. Mais ça me fait rebondir sur quelque chose. Donc je l'ai pris avec un bracelet supplémentaire, un bracelet rubber gris qui lui va très bien. Je l'ai porté tout l'été avec ce bracelet gris.
Avec la rédu ou t'as payé en plus? Je l'ai payé en plus. Ouais. Je l'ai payé en plus. Ouais. C'était d'ailleurs un peu cher. Je crois qu'il était à 100 ou 150 € le bracelet pour un rubber classique, sans boucle déployante, avec une boucle ardillon. Je trouvais un peu, voilà. Et de toute façon, on n'a pas le choix puisque c'est un bracelet intégré. Et pas de quick release. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le gros problème. J'ai passé, je pense, plus d'1 heure à changer le bracelet. Alors, et les petites rayures. Ouais, c'est ça. Les amis, là, il a pas de chance et j'ai sorti la loupe Eagle Eye Watches, les amis. 250 € le 295. Vous savez, c'est un partenaire depuis, plus d'1 an et demi, maintenant, avec Jérôme qui était venu avec sa collection de chronographes, vintage. Vous pouvez vous régaler avec cette loupe pour voir les choses que vous n'avez pas envie de voir. Et là, on va regarder. Là, à mon avis, t'es pas spécialisé dans. Là, on va regarder les rayures que t'as fait. Alors, c'est pas au montage au premier montage du rubber. Ouais, mais c'est malheureux parce que le fait de devoir le dévisser et que ça soit pas un quick release, ça me pose pas de problème. Mais par contre, en fait, ils ont voulu être trop précis, je pense. Et donc dans leur précision, le premier maillon, tu peux voir, il ne bouge pas du tout. Mais il bouge pas du tout, du coup il y a pas du tout de jeu. Donc on n'a pas du tout la possibilité de se déplacer pour bien passer moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que t'es à tarif catalogue, les amis, hein. Si vous allez encore une fois sur le site d'Okara, là vous avez tous les modèles. Venezianico, c'est entre 500 et 1600 €. Pratiquement. Je crois que leur chrono est à 1580 et des brouettes. Enfin bref, 500, 1600. À un moment ou un autre, on peut peut-être d'ailleurs pas faire un sondage, mais dites-le en commentaire pour ceux qui ont ce modèle-là, une Arsenal, peut-être les autres, etc. Est-ce que ce serait intéressant de mettre un système de échange rapide de bracelets? Ouais, mais ça, c'est un coût. Bien sûr. Voilà. Donc à un moment ou un autre. Et puis, en fait, ils ont une tellement, enfin, ils développent beaucoup ce modèle, hein. Il y en a une nouvelle qui a été annoncée, je crois que c'était cette semaine. Donc il y a un cadran en tissu. Nouvelle Arsenal. Oui, qui sera. Ils l'ont montré à Willow Watches ou pas? Non. Ok. Non, je crois pas. Et donc là, c'est un cadran qui est peint, un cadran en tissu peint sur lequel il y a une vitre par dessus. Donc très sympa. Et du coup, il y a un bracelet qui va avec. Ils ont sorti des modèles en bronze. Donc t'as des bracelets qui vont avec. Donc il y a une multitude de bracelets différents en rubber. Et donc c'est un peu dommage, je pense, de pas avoir ce quick release, quoi. Écoute, ils auront les amis, comme toutes les marques sur ce segment de prix-là, un enjeu de monter en gamme parce que à un moment ou un autre, tu vois, toutes les marques qui intègrent du Celita ou du 28-24 ou du 28-92, là on est vraiment sur le mouvement horloger. Les 3 références que je viens de citer là ont des réserves de marge entre 38 et 42 heures. C'est plus acceptable aujourd'hui sur le marché. Ça c'est 42 aussi. Hein. Voilà. Et donc, forcément, ça a un coût d'aller sur du Lajoux-Perret. Bien sûr. Par exemple, sans parler des autres, mais là, ils n'y ont pas accès. Et à un moment ou un autre, l'un des problèmes de Venezianico, c'est comment on essaye des modèles, hein, parce que en France, en tout cas, l'acheteur, il est plutôt à vouloir essayer avant. Il faut faire passer des deals avec un détaillant, et dans le monde du commerce, il y a tous les commerçants qui nous regardent, ils connaissent les multiples, et les multiples, c'est x2, x2,5. Donc, si tu vends une montre, toi, en direct, à 1500 €, puis que tu la vends avec un détaillant, t'imagines que ta marge, elle est divisée par 2. Donc, à un moment ou un autre, il faut faire fabriquer tout ça. Après, je pense qu'ils le feront quand même parce que ils évoluent très rapidement. Ouais, mais attends. Tu vois, en 1 an et demi, cette montre-là, je serais pas allé l'acheter. Pourtant, elle était moins chère, donc l'évolution a été aussi sur le prix. Et ensuite, j'ai été amené à l'acheter parce que il y avait des choses qui me plaisaient et qui étaient manquantes sur la première. Je pense que c'est parce qu'ils ont eu des avis, qu'ils ont écouté leur clientèle. Et qu'ils ont su s'adapter. Donc j'imagine que le quick release, soit c'est la mienne qui est particulièrement difficile à changer, soit c'est moi qui suis particulièrement mauvais, c'est aussi possible. Mais je pense que voilà, ils auront, et en plus de plus en plus ils vont vers ces bracelets caoutchouc, ils les mettent en avant. Et tu les as sur certains modèles, tu n'as que ça. Sur les bronzes, tu n'as pas de bracelet bronze pour l'instant. Mais bracelet de quelle couleur? T'as un bracelet, je crois, un rouge, enfin un bordeaux. T'as un bracelet bleu.
Donc ouais, ils ont celle-là, j'ai le bracelet en gris, donc ça dénote pas avec le reste. Ouais. Quoi. Là, on est sur le modèle Arsenal. Ils ont la Néréide, une sorte de plongeuse d'Eli, qui sont déclinés en GMT, etc. Il y a d'autres modèles encore plus habillés. Il y a des modèles très ancrés dans la culture de Venise. Qu'est-ce qui, si on sort simplement de l'esthétique de ce modèle, qu'est-ce qui t'a séduit dans la marque Venezianico? Bah là, tu me poses une colle parce que foncièrement, c'est pas la marque qui m'a séduit. Ouais, c'est vraiment le design, le porté, la qualité. Donc comme je te dis, j'ai été un peu matraqué par les publicités sur Instagram, mais les publicités, ce qui m'a matraqué, c'est vraiment le design et l'inventivité de la marque. J'ai envie de dire le fait qu'ils se renouvellent, qu'ils sortent beaucoup de modèles et voilà, j'imagine, tu vois, que celle-ci peut encore être déclinée. Je la vois très bien en titane. Oui. Tu vois, ça serait un parallèle avec Maoris ProPilot, qui est toute titane et qui est un peu dans le même esprit. Donc voilà, ça je les vois bien partir là-dessus. Peut-être pourquoi pas. Il y a des choses qui avaient fuité. Je pense qu'ils les ont jamais faites, mais il y a des modèles qui sont sortis en plaqué or. Oui. Voilà. Je sais pas si c'est sorti comme ça, je les ai trouvés ce matin. Ce matin, j'ai vu une vidéo d'une en plaqué or, pourtant il y a rien sur leur site et il y a rien dans leur historique. Bah donc, ça mériterait un modèle full or, les amis. Le problème de l'or, c'est que là, il est à 126 000 euros le kilo. Donc c'est cher. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je suis toujours en contact avec Karim qui était venu, le chercheur d'or, qui parlait de tout ça, etc., qui m'update. Et je te salue, Karim. C'est cool qu'il m'update sur le cours de l'or. Une des montres que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je parlais de Parmigiani tout à l'heure, que j'ai essayé il y a quelque temps, c'est la Tonda Micro Rotor, juste pas de date, juste heure-minute, Micro Rotor, donc extrêmement plat, intégralement en or rose brossé, donc ça brille pas, ça clignote pas, etc. Extrêmement fine. Ouais, mais à plus de 60 000 euros. Ah oui, c'est logique. Et oui, à un moment ou à un autre, il y a de la matière à mettre, etc. Là où je suis aussi séduit quand même sur tout le dos de la montre, entre le fond de boîte vissé, j'aime bien, c'est ça, les gravures en relief sur, on va dire, je vais appeler ça la lunette du fond de boîte, et la masse oscillante, qui a joué, où il n'y a pas simplement un logo, etc., mais il y a un vrai travail d'ouverture. C'est pas si simple que ça à faire, parce qu'il y a une affaire d'équilibre et de poids et d'inertie pour remonter le mouvement. C'est pas mal du tout, ça. Ah non, c'est vraiment pour moi c'est un daily, c'est une montre qui est très agréable à porter tous les jours par sa finesse. Voilà, parce que c'est agréable de jouer avec le bracelet. Voilà, et moi je suis très attentif à l'épaisseur des montres. On fait voir. Tu vois, celle-ci, je l'achèterai pas. Même si j'en avais les moyens, je l'achèterai pas parce que c'est un peu trop épais. Et moi je suis très souvent en moto. En moto, on a les gants, on a la veste, etc. Une montre fine, on la sent moins, ça passe sans problème. Même si c'est une montre tout acier, donc il y a quand même un certain poids. Mais dès qu'on a un peu plus d'épaisseur, c'est compliqué. Donc non, mais c'est intéressant. On a, je veux pas dévoiler les amis, mais on a toutes les séquences bien connues de petites montres entre amis qui vont arriver. Je vais te titiller dans le Watch Clash tout à l'heure avec d'autres alternatives de monde en bracelet intégré. C'est vrai que là, sur la Royal Oak, il y a un volet historique, on va dire avec la Nautilus. Voilà. Et là, la question, c'est qu'est-ce que peut faire une marque en sortant quelque chose où, bien évidemment, il y a une certaine hype. Peut-être qu'elle est en train de se terminer d'ailleurs sur les montres de ce type-là, type années 70. De toute façon, au rythme où on va, et c'est le sens de la vie, on va arriver sur plutôt des modèles typés années 80. Et là, je vais ressortir ma Porsche Design et tout ça, tu vois. Tout ça, c'est des cycles. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder les anciens épisodes de Petites Montres entre amis. On est à la saison 7. T'imagines le truc? Donc forcément, le marché de l'horlogerie avait rien à voir, était quand même assez différent en 2019. Et ça, c'est toujours sympa à regarder.
Est-ce que dans tes souvenirs, quand tu as été confronté pour la première fois à cet arsenal, qui donc avait un mouvement japonais, et qui était moins cher, qui était à 800 balles, hein, donc ils sont quasi... Bah, il y est toujours, hein. Ouais, tout à fait. Toujours, ouais. Donc ça a doublé. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une des raisons pour laquelle tu as décidé d'y aller, c'est parce qu'ils étaient passés sur un mouvement suisse, ou c'est juste que c'était une affaire de timing? Je le savais pas. Je le savais pas. Okay. Donc sincèrement, ça dépend vraiment de mes achats. Mais pour une montre daily, dans ces gammes de prix, c'est pas vraiment le mouvement qui m'intéresse. Tu vois, là on est alors je sais même pas quelle est la différence en termes d'écart de précision. Celle-là on est sur du -4 +6. Moi je change de montre quasiment quotidiennement et à chaque fois que je prends ma montre, je la remets à l'heure. Donc ça me choque pas du tout d'être sur un mouvement Sellita, ça me dérange pas. D'être sur un ETA, ça me dérange pas. C'est dans cette gamme de prix, de toute façon, on demande pas un mouvement de manufacture. C'est plus la qualité de finition, le travail qui est fait dessus. Voilà, ils se sont pas arrêtés sur le mouvement, là, ils ont quand même travaillé, comme tu le dis, la masse oscillante. Tu parles de qualité de finition, qu'est-ce que tu mets dans cette notion de qualité de finition? Parce qu'il y a plusieurs façons de la regarder. Qu'est-ce que tu mets, toi, dedans? C'est quoi? Pour moi, c'est vraiment quand on regarde de près, c'est simple. La qualité de finition, pour moi, c'est l'écart que tu vas avoir entre une Seiko et une grande Seiko. Ok. Donc il y a des cadrans déjà travaillés, texturés chez Seiko, mais ceux de chez Grand Seiko, ils sont plus fins. Il y a plus de finesse dans le travail. Je trouve que là, c'est pareil sur bien sûr, faut toujours mettre en perspective la gamme de prix, mais sur cette gamme de prix, je trouve que le cadran, il est assez incroyable. Le travail, en plus, il est on le voit pas, enfin c'est une innovation, je trouve. Enfin voilà, c'est pas un cadran qui nous rappelle pour le coup hommage à un autre modèle. Le bracelet, il est très bien fini. T'as des côtés brossés, des côtés polis. Cette lunette, même si on dit qu'elle est un peu hommage, non, mais elle est inspirée en tout cas, ça c'est sûr. Il y a quand même un gros travail dessus. Donc voilà, moi c'est toutes ces finitions et même au porté, au fait de fermer le bracelet. Voilà, je trouve que c'est fluide. Il y a pas beaucoup de jeu, des fois pas assez pour le changement de bracelet. Non, mais il faudra un réglage fin en plus. C'est changement rapide du bracelet, les amis italiens, et réglage fin. Et j'irai vers une troisième chose. Ouais. La montre a une couronne vissée. Elle a un fond qui est vissé, voilà, qui est plutôt normalement solide. Et pourtant, c'est quoi son étanchéité à ton avis? Un produit comme ça, normalement, ça doit être à 5 ATM, à 50 mètres. Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Moi, j'aurais voulu 100. Ouais. Mais alors justement, tu parles alors je voudrais rajouter un truc sur ce que tu dis, mais en fait, c'est pas le rajouter parce que tu l'as dit. Je pense que la qualité des finitions, je pense que c'est avant tout une affaire de quantité et de diversité de finition. Oui, certainement. On peut avoir un poli brossé extrêmement bien fait. Ouais, mais si toute la montre est en poli brossé, c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus facile à faire et rapide à faire qu'une grande diversité de différents types. Là, j'ai regardé à la loupe. Franchement, les arêtes sont solides. C'est pas mal du tout. Les maillons internes, honnêtement, plutôt vus de loin, qui peuvent nous laisser imaginer une Nautilus, mais ils ont pas la même forme, ils sont pas polis de la même façon, ils ont pas la même taille. Bon, bref, peu importe. C'est vrai qu'il y a une grande diversité. On en parlait tout à l'heure avec le fond de boîte. Et puis même la couronne, elle est, tu vois, c'est en relief. C'est pas non plus une couronne où t'aurais un logo au laser dessus. Donc c'est voilà, c'est des détails, mais il y a beaucoup de détails. Dans ce que tu dis, c'est que tu parles de ça comme une daily. Alors, la daily, les amis, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on va dire c'est une quotidienne. Mais dans le jargon horloger, et là je peux me tromper, mais c'est ce que moi j'en comprends. Je suis pas très utilisateur de ce terme de daily. Ouais. Mais une daily, c'est plutôt une Longines Spirit, une Black Bay 58, c'est-à-dire plutôt une montre plutôt sportive. Sportive parce qu'il y a une lunette, elle est étanche à 200 mètres. Tu vois, c'est la Zine 356. C'est ce type de montre. Là, on est sur une montre que tu qualifies de daily, mais qui est quasiment une montre habillée.
C'est quasiment une dress watch. Oui et non. Tu sors avec ton smoking et tout ça, là, t'as la classe. Je pense que t'as raison sur le fait que le terme daily dépend quand même vachement de chacun. Eh ben, c'est pour ça que je voulais t'écouter sur le terme dress watch. Pour le coup, il y a pas vraiment de sujet. Une dress watch, elle doit être fine. Elle doit passer sous un costume, c'est pour ça qu'on la met, elle doit être élégante. Oh, non, après, moi, je sais rien. Pour moi, une dress watch, tu vois, par exemple, c'est un cuir. Une dress watch, on est sur un bracelet cuir. Ok, je comprends. Parce que c'est plus distingué, je trouve, d'être sur un bracelet cuir que d'être sur un bracelet full acier qui fait un peu plus sportif. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà. Et donc, une daily, je dirais plus, ma définition d'une daily, c'est le fait de pouvoir la porter tous les jours dans le sens où on n'a pas, il y a pas de risque. C'est pas un coût trop important par rapport à nos moyens, donc il y a pas de risque si on l'endommage de s'en vouloir toute sa vie et de se dire bon j'ai ruiné ma montre, donc pouvoir la porter au quotidien, qu'elle satisfasse nos attentes, qu'elle soit pas gênante, donc se dire au quotidien on la sent pas plus que ça au poignet. Donc c'est plus ça moi mon terme daily. Et tu vois mon daily précédent que je porte toujours, c'est ma Oris ProPilot Titane. Voilà. Maintenant on comprend pourquoi il voudrait une Venezianico Arsenal en titane. Voilà, mais ça veut dire que tu la portes tous les jours. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, potentiellement tu peux la mettre. Exactement. C'est ça la définition de daily, les amis. Voilà, la définition de daily de Sacha, c'est quoi que je fasse, je peux la mettre. Exactement. C'est plutôt ça. Quoi que je fasse, où que j'aille, elle est portable. Si t'avais un adjectif qui synthétise cette montre, ce serait quoi? C'est difficile. Ça, c'est comme sur la plateforme, c'est toujours difficile de... oui, c'est difficile, les amis. C'est comme ça qu'on aide les autres à choisir. Franchement, là, regarde, que moi, elle me plaise ou non. Il s'avère que je suis assez séduit. Ok. Mais qu'elle me plaise ou non, ce qui compte, c'est que vous, les amis, vous vous disiez, tiens, je connaissais pas Venezianico, je connaissais un peu, je savais pas trop quoi en penser. Et que l'expérience client de Sacha vous a aidé. Je dirais efficace. Efficace. Ouais, efficace parce que par rapport à ça remonte l'efficacité, le rapport qualité-prix déjà. Donc c'est quand même efficace qu'ils arrivent à faire dans cette gamme de prix. Efficace parce que pour moi elle est portable en daily, elle peut un peu tout faire. Donc je serais sur efficace, pas dans le sens l'efficience, la précision, etc. Mais c'est pourquoi je me marre, parce que il me fait penser à dans le film Podium quand il y a Couscous qui dit je l'ai pas vu, à Poulvord offensive en train de gueuler à la banque. Bon les gars, si vous avez pas la ref, c'est minable. Il a pas la même coupe de cheveux que Couscous, les amis, mais c'est pas grave. On enchaîne avec quoi maintenant? On enchaîne avec le 60 secondes chrono. Ok. Et là, alors attention parce que il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous racontes et on va essayer de le piéger pour la suite quand même du programme. T'es prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Je dirais toutes les complications rétrogrades, mais sinon calendrier perpétuel. Ok. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Dialysius. La montre préférée de ta collection? C'est compliqué. On va dire montre de cœur, ma Audemars Piguet, c'est une classique day date phase de lune. Et sinon, vraiment montre préférée dans la partie horlogerie, c'est ma Victorinox Inox. Ok. Expérience boutique ou solitude digitale? Malheureusement, plutôt solitude digitale. Intéressé par les micro-marques? Oui. À part Venezianico, t'en as une? Vasco, que j'ai découvert récemment. Les amis bordelais? Exactement. Ça, c'est Força Sud-Ouest, j'ai l'impression. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? Allez, on pourrait dire ma Rolex Datejust chronographe. Ok. Ta marque préférée? Victorinox. Série limitée ou non? J'en achète, mais je m'en fiche un peu. Ok. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? Victorinox inox mécanique. Acheteur instinctif ou réfléchi? Les deux. Intéressé par le vintage? Oui, beaucoup. T'es plus Omega ou Rolex? Je préfère les designs Rolex, mais je préfère la manière dont Omega traite ses clients. C'est bon, il peut rester avec nous, les amis. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Ta prochaine montre?
Un modèle de chez Victorinox qui a été dévoilé au Wheel of Watches. Le modèle de tes rêves les plus fous. C'est vraiment compliqué, je pense qu'il y en a pas qu'un. C'est comme si tu me parles d'automobile, je mettrais pas qu'une voiture dans le garage si j'avais aucune limite d'argent. Une bonne réponse d'un poète qui ne se refuse rien, où tout est ouvert, et c'est ça en fait là, je pense, la passion des montres. Mais on va essayer d'en savoir plus sur sa trajectoire personnelle. On enchaîne avec la séquence souvenir. Alors Sacha, quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Mais t'es tout jeune. Ouais. Oh là là, comment t'as commencé dans les montres? T'en souviens? Oui. Alors ma toute première montre, c'est ma maman qui m'avait offert. C'était une Victorinox. Ouais. C'était un quartz. Ouais. Un chrono avec quartz. J'avais 18 ans. Je crois que c'est pour mes 18 ans. Peut-être. Ouais. C'est 17 ans. 17 ans. Avec un cadran orange pétard. J'aimais beaucoup cette couleur à l'époque. Et voilà, malheureusement, c'était pas le mouvement était pas super solide, les aiguilles et puis l'usage un peu intensif que j'en avais. Voilà, elle a. Ça, c'était il y a 13-14 ans. Ouais. Ouais, donc c'était les débuts probablement de Victorinox dans les montres. Oui, c'est possible. T'avais un couteau suisse déjà? J'avais un couteau suisse. Ah bah voilà. Exactement. Un Victorinox ou un Wenger? Non, un Victorinox. Ah oui, un vrai. Ouais, ok, tu l'as toujours? Pas celui-ci, mais j'en ai toujours, ouais. Ah bon, ça, t'as démarré avec ça. Ouais. Redis-moi, t'étais à quartz ou mécanique? Quartz. Ok, donc ça, c'est ta première montre. Ouais. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai dû avoir plus petit une Casio. Ok. Bon, comme une Casio digitale. Ouais. Mais celle qui t'a marqué manifestement, parce que juste avant tu nous as dit que ta marque préférée c'est Victorinox. Oui. Alors que manifestement t'as une autre marque qui est. Ouais. Ça veut dire que cette montre-là t'a vraiment marqué, et est-ce que c'est devenu une sorte de fil conducteur ou un étalon sur ton regard sur les montres? Alors oui et non. En fait, si tu veux, pendant du coup des années, j'ai repris une Victorinox à peu près la même quand la première avait cassé. J'ai pas eu du tout d'autres montres, et même je la portais plus. Je portais pas vraiment de montres. Je m'y suis réintéressé quelques années plus tard, on va dire autour de mes 25 ans, quelque chose comme ça. La seule chose que j'avais vue, c'est quand j'avais voulu reprendre une Victorinox, c'était le moment de la sortie de la première inox. Okay. Où il y avait toutes ces publicités autour de sa résistance, où il l'a jetée d'un avion, etc. Et elle me plaisait beaucoup. Mais même en quartz, elle était quand même chère par rapport au budget que j'avais à l'époque. Et je me suis remis vraiment un peu plus dans l'horlogerie quand j'ai cherché. C'était un cadeau pour mon obtention, mon accès à une école de commerce. Donc on m'offrait une montre que je devais choisir. Et donc là, j'ai recherché et je suis tombé. La première montre, on va dire montre premium que j'ai eue, c'était une Frédéric Constant, la classique Moonphase avec le Heartbeat. Ouais. Que je trouvais magnifique. Vraiment. Bracelet cuir. Bracelet cuir. Donc une montre plutôt habillée. Tout à fait. Dress watch. Très sympa, mais je la portais au quotidien. Pas le Heartbeat, le Open Heart. Exactement. Avec le balancier qui exactement. Le fameux cœur ouvert, vaste sujet d'un brevet ou d'une innovation qui n'a pas été déposée, et donc il y en a beaucoup sur les Seiko Présage. Ouais. Effectivement, Frédéric Constant est bien présent là-dessus. Est-ce qu'il y en a une de montre avant d'arriver à cette Venezianico que j'ai au poignet, qui a été marquant? Peut-être la Rolex que tu as vendue? Oui. Alors la Rolex, c'était un investissement. Rolex ouais, ok. C'est un investissement et pour autant tu regrettes de l'avoir vendu. C'est intéressant ça. Alors je regrette pas de l'avoir vendu sur l'investissement, parce qu'en fait je l'ai bien acheté, mais à un moment où c'était très haut. Je l'ai revendu 1 an plus tard, où le marché avait dégringolé, et j'ai réussi à la vendre en perdant quasiment pas d'argent. Donc j'étais content d'avoir pu la porter pendant une année complète, en profiter et de pas avoir perdu d'argent. Mais j'avais peur que ça baisse, donc c'est pour ça que je l'ai vendu. Et effectivement, ça a un petit peu baissé depuis, mais pas tant que ça. Ça a stabilisé. Donc je me dis que j'aurais potentiellement pu la garder. Oui, mais est-ce que tu la regrettes émotionnellement? Ah oui, je l'adore. Ah bah voilà. Non mais c'est intéressant. Et donc tu l'avais vraiment acheté en te disant ça va monter.
je l'avais acheté en me disant j'adore cette montre, je vais pouvoir la porter et je perdrai pas d'argent dessus. Ok. Voilà. Donc c'est fait l'erreur du vendeur qui vend parce qu'il se dit ça va baisser. J'ai fait l'erreur du vendeur qui c'était une grosse somme par rapport à mes moyens et à l'argent que j'avais en épargne et j'avais pas envie de perdre cette somme au risque d'en perdre un quart, un tiers. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risque, la revendre et me dire on verra plus tard. Mais oui, je la regrette, elle était vraiment et puis elle était assez unique. On en voit pas souvent. À l'éternographe, on n'en voit pas souvent. Ouais. Elle était avec le crown clasp, donc le fermoir invisible sur un jubilé. Elle était avec un cadran bleu, l'aiguille rouge. C'est ça. Ouais. Voilà. On avait fait un dual time, les amis. Il y a au moins 5 ans là-dessus. Avec un invité qui est venu à plusieurs meet-up, qui était de Genève, qui je crois que maintenant il est au Canada. Bon, enfin bref, ça c'est pas grave. Il y a plus de dual time. C'est des épisodes que je faisais à distance. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas que moi j'essaye de faire du contenu avec la chaîne qui vous aide, qui nous aide à nous. Moi, ça m'aide de rencontrer d'autres profils et de découvrir des aventures humaines au travers d'une montre, puisque moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est Sacha et sa Venezianico. Si avec une Venezianico, ce serait moins intéressant. Et il faut dire la même chose avec Rolex, Omega, Audemars Piguet, etc. Donc, dites-moi si vous voulez que je refasse ces dual time. C'est pas si simple que ça, c'est chronophage. Et puis en plus, vous l'avez compris que le focus principal de Danny Shoes, maintenant que la plateforme en plus est en anglais, c'est aller à la conquête du monde. Donc j'ai peu ou moins de temps à consacrer à la chaîne. Donc vous m'en excuserez si ce programme n'existe plus. Et si vous insistez comme des bêtes, peut-être que je reverrai le truc et on essaiera de retrouver la turnographe de Sacha. Donc en fait, t'as une belle collection. Ouais, je dois avoir une dizaine ou une douzaine de montres. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis, attends, peut-être qu'il est venu avec d'autres montres, parce qu'il dit qu'une qui est importante dans sa collection, c'est la Audemars Piguet. Je lui mets une Audemars Piguet au poignet, et il a osé venir à l'enregistrement sans sa Audemars Piguet. Je sais pas si ça c'est autorisé, mais attention, on va voir ce que ça donne, quoi. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Je suis venu avec. Ah, excuse-moi, tu l'as pas au poignet, là? Non, je l'ai pas mis au poignet, mais je l'ai dans la poche. Ah, le coquin. Donc en fait, t'es venu avec une Royal Oak Audemars Piguet. Ah, c'est pas une Royal Oak. Ah, c'est pas une Royal Oak. Ah non, c'est un. Alors attends, on échange les montres. On échange. On va les poser là, si doucement, pour pas qu'elles s'abîment. Voilà, c'est ce que t'as. Voilà. Ça c'est une dress watch. Ah, ça c'est une dress watch. Ça c'est une vraie dress watch. Je pense pas qu'elle taille, c'est un peu plus serré, mais là c'est alors pour faire un peu l'historique, elle est d'ailleurs il faut juste tirer. Elle est d'ailleurs sur la plateforme. Ouais, mais voilà, ça c'est un bon bibi, je le note. Il aura droit à un dessert au déjeuner. Attends, mais là, t'as phase de lune, t'as quoi? T'as calendrier? Day date, non, juste day date. Ouais. Ah oui. Phase de lune, c'est un cadran qui est magnifique parce que c'est un cadran en émail. Donc tu vas voir, ouais. C'est vraiment un beau cadran, tu le vois sur le travail au niveau des sous-cadrans. Tu vois vraiment, c'est cadran émaillé. Ouais. D'ailleurs, faire attention parce qu'il est quand même, il peut être fragile. Donc c'est de fait moins une délit. Exactement. Et voilà. Exactement. Fragilité. Fragilité, c'est pas la même gamme de prix, donc forcément, voilà. Et non, j'ai toute une histoire dessus. C'est mon cadeau de fiançailles. Bravo. Voilà. Donc ma fiancée me l'a offert. Bon, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Mais comme j'ai préparé mes fiançailles avec plus d'1 an d'avance. Regarde ton cadran en émail. Qu'est-ce qu'elle a eu, la fiancée, comme ta fiancée? Une belle bague. Une belle bague de fiançailles. Pourquoi c'est pas dans l'autre sens? Pourquoi toi t'as pas eu une belle bague et elle une belle montre? Eh ben tu rigoles, mais j'ai eu aussi une belle bague. Ça c'est mon cadeau de mariage. Ah ouais, magnifique. Donc non. Mariée, qu'est-ce qu'elle a eu pour son mariage? Elle a eu un bracelet Rivière de Diamant. Oui, c'est bon. Faut se faire des beaux cadeaux. C'est bon, non mais bien. Mais donc comme j'ai préparé mes fiançailles 1 an à l'avance, pendant 1 an, j'étais sur toutes les plateformes parce que je savais que derrière c'était un peu convenu entre nous que après les fiançailles, j'aurais le droit à une montre comme cadeau de fiançailles pour qu'on soit sur un pied d'égalité. Et donc j'ai passé 1 an où je regardais tout et j'ai fini par trouver celle-ci et je suis tombé amoureux.
Ce qui m'a fait le plus craquer, c'est sur celle-ci en particulier, pas sur le modèle. Le modèle, je l'ai adoré parce que je voulais une phase de lune sur une dress watch, parce que je voulais un modèle en or. Donc ça, c'était top. Dedans, c'est un mouvement Gégère. Mouvement qui est ultra fin quand même pour comme souvent à cette époque, bien sûr. Voilà. Et parce qu'il savait faire des mouvements très contenus, d'où l'expression l'horloger des horlogers, hein, parce qu'il fournissait tout le monde. Et donc je l'ai trouvé voilà. Avec la boucle double déployante en or. La boucle est introuvable, tellement introuvable. Pour te dire, le bracelet, elle était avec un bracelet crocodile bleu d'origine, mais trop petit pour moi, pour mon poignet. Donc je suis allé chez Audemars pour faire changer le bracelet. Mais Audemars, ils l'ont envoyé en Suisse et ils n'ont pas été capables de changer le bracelet. Parce que cette boucle, il y en a tellement peu que du coup, ils m'ont proposé seulement de me faire un nouveau bracelet avec une boucle Ardillon. Mais moi, je voulais cette boucle, donc je l'ai fait refaire chez un partenaire, l'atelier du bracelet parisien. Waouh! Voilà. Ah, c'est bon ça. Parce que ça a été les seuls à être capables de me le refaire. Parce qu'il est très technique. T'as des petites barrettes à l'intérieur du cuir. Bien sûr. Donc l'atelier du bracelet parisien à Paris, les amis, place du marché Saint-Honoré. Exactement. Moi, ce que je trouve fabuleux dans notre échange là et notre discussion, etc., c'est voilà deux montres que absolument rien ne rassemble de loin. On est d'accord. Mais en fait, si une chose, l'épaisseur. Alors moi, je voyais autre chose. Toi. Oui. Voilà. Ben, c'est ça l'horlogerie, les amis, c'est vrai. Mais est-ce à dire, tu parles d'épaisseur, donc de finesse de montre. Exactement. D'accord. Tu as parlé d'un autre modèle dans ta collection plusieurs fois, à 3 reprises. Je savais que t'allais m'attraper là-dessus. La Oris. Non, je pensais pas que t'allais m'attraper là-dessus. Ah non, l'épisode n'est pas fini. La Oris Pro Pilot en question est pas positionnée comme une montre fine. Ah, quand même, hein. Tu la trouves 10 mm. Ah ouais? Ouais. Ok. Je l'ai là, hein. Oh là 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 là. 10 mm. Je confonds peut-être avec une autre Oris, alors, celle avec un altimètre, là, qui est quand même assez épaisse. Ah, ça, je ne... On est d'accord, la Pro Pilot, c'est celle qu'ils ont déclinée en Kermi, exactement. etc. Ok, effectivement, elle est plus fine. Et ça veut dire que c'est un choix, un truc central pour toi, la finesse des montres? Et je m'en rends compte, en fait, avec l'expérience. J'avais pas forcément cet arrêt-là, mais je me rends compte que une montre épaisse, je m'en lasse vite, je la porte plus. J'ai un très bon exemple. J'ai craqué il y a quelques années pour une Seiko alpiniste avec c'était un cadran Rockface, donc pareil, un cadran texturé en édition limitée. Ouais. Je l'ai vu en boutique, j'ai craqué, je l'ai acheté et en fait je la portais pas parce que elle est trop épaisse. Elle fait 12 mm d'épaisseur sur un diamètre qui est quand même contenu, qui est à 37 il me semble. Ce qui est pas monstrueux en soi, hein, mais là tu pointes un truc. Alors, vous savez, je suis plutôt, voire exclusivement dans le vintage, hein, mais je pense qu'une des caractéristiques globalement de toutes les montres Seiko, c'est que elles sont toujours, on va dire, dans une épaisseur supérieure à la moyenne ou à la norme, même sur une présage. Et les prospects, forcément, on n'en parle pas, etc. Mais si on veut du très fin, en fait, dans le groupe Seiko, il faut aller chez Credor, mais là, on est sur des montres très, très alliées. Ça pourrait te plaire, d'ailleurs, ce qu'ils font chez Credor. Mais les dernières Seiko que j'ai essayées, là, ils ont sorti une GMT il y a quelques temps, etc., la Vanac, etc., c'est quand même toujours un petit chouïa épais, en tout cas, en proportion, parce que tu l'as dit, hein. C'est ça, c'est par rapport au diamètre. En dessous de 38, si on est à 12, là, c'est difficile. Tu vois, si on est en 44, c'est pas pareil. Et ce que tu dis, c'est aussi vrai, c'est que l'épaisseur, elle est moins problématique sur les grosses prospects, sur des montres avec un boîtier samouraï, etc., où on a un diamètre plus important. Tu fais aussi dans ce type de montre? La seule que j'ai qui, quand je dis dans ce type-là, donc qui reste épaisse et avec un diamètre important, c'est ma Inox, ma Victorinox Inox. Ok. Mais sinon, non, moi je suis plutôt sur des montres fines. Ouais. Ok. Les amis, on va se régaler parce que vous avez vu que il y a une grande diversité dans sa collection. Et là, je suis impatient de lui imposer le Watch Clash. Vous savez, c'est cette nouvelle séquence de la saison 7. Alors, je te propose 8 alternatives à ta Venezia Dico Arsenal. Ça va faire
un finaliste. Et là, on va voir comment tu regardes les deux, etc. T'es prêt? Ouais. Citizen Tsuyosa ou Tissot PRX? Citizen. Citizen Tsuyosa ou Bosel Elemental? Citizen. Citizen Tsuyosa, Bayo chapitre 7. Bayo chapitre 7. Bayo chapitre 7 ou Frédéric Constant High Life? Ça me fait mal de le dire, mais Frédéric Constant High Life. Frédéric Constant High Life ou Yema Wristmaster Slim? Donc tu parles de la micro-rotor? Ouais. Ah bah celle-ci, ouais. Yema Wristmaster Slim ou la Louis Erard 2340? La Yema. Elle vient de sortir, la Louis Erard, très très réussie. Yema Wristmaster Slim ou la King Seiko Vanak? Yema. Eh ben voilà, on a un Watch Clash qui se termine par une finale entre la Yema Wristmaster Slim ou alors ta Venezianico Arsenal. Comment tu les positionnes, comment tu les regardes tous les deux? On est sur des prix avec la calibre manufacture Yema qui est un peu plus cher, ouais. Pas tellement plus cher que ça. Quand même. Oui, ouais, quoi, il y a en pourcentage, c'est d'écart, c'est vrai. Comment tu les regardes? Ben j'ai essayé la Yema, je m'y suis intéressé pendant un bon moment. Ouais. Donc elle me plaisait. Une touche de modernité avec une boîte ouverte et bien sûr. ce calibre noir quasiment. Hein. Ouais. Non, j'ai pas aimé. Alors le calibre noir, je l'aime bien. Par contre, le bleu et le vert, je trouve qu'on dirait un traitement PVD. Ça fait pas classe, ça fait pas fin. Et je trouve c'est un peu pareil du coup sur le cadran. Donc c'est un peu ça qui va me manquer et le prix. Par contre, ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'avoir un micro-rotor. Ben oui. Ça, c'est une complication que je voulais. Je l'ai eu puisque j'ai acheté une Universal Genève. White Shadow, mais donc ça me plaisait, mais pour le coup non, le prix par rapport à la qualité, elle est moins efficace. Elle est moins efficace. Donc dans les deux cas, les amis, si on hésite entre une Yema Wristmaster Slim ou une Venezianico Arsenal, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les avis sur Delicious. Eh bien voilà, les amis, on enchaîne pour la dernière séquence. Ta prochaine montre. Alors comme je l'ai dit, la prochaine, on va dire celle qui va être récente, il y a deux possibilités. Vasco, donc je t'en ai parlé. Lequel de modèle alors? En fait, tu peux mixer tous les modèles chez eux, c'est ça qui est bien. Tu peux mixer les différentes lunettes sur les montres. Dans tous les cas, je veux celle de 24 heures parce que je trouve ça sympa et c'est vraiment ça qui m'a plu, la lunette maréoscopique. Ouais. Lunette, voilà, où pour aller à la pêche. Pour aller à la pêche. Tu pêches? Exactement. Ouais. Tous les étés, ouais. Au Cap Ferret. Donc en mer. Ouais. Dans le bassin ou en sortie. Le maigre. Le maigre. Quand on attrape, c'est pas toujours donné, mais. Tu appâtes avec quoi? On attrape des petits vifs à l'extérieur du bassin. Ouais. Voilà. Et c'est sympa, mais bon, c'est souvent on revient en bredouille. Mais quand ça passe, c'est ça la pêche, les amis. Et on va se retrouver avec Jean-Charles à Pornichet et Sacha. On va aller à la pêche. On ira à la pêche au bar. On ira à la pêche à la dorade grise, la dorade royale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bassin? T'as du coup dorade, bar, des sèches. Il y en a pas mal. Du maquereau, du mulet. Au Cap Ferret, tu pêches pas côté océan? Ça bastonne trop. En fait, on là où il y a le plus de chances d'attraper des gros poissons, c'est sur la marée descendante en sortie de bassin. Donc on se met avec le courant, on a un fort courant qui fait sortir toute l'eau du bassin. Et donc c'est là qu'on a les gros. Pas de courant les amis, pas de poissons quand on pêche en mer. Voilà, marée montante, le courant monte, etc., etc. Et là, ça prend tout ça, c'est une affaire de pêche. Attention à la question piège. Quand tu vas à la pêche au maigre, qui va avec la Venezianico ou avec la Victorinox? Avec la Victorinox. Ah oui, parce que là, il me disait, il y va avec la Venezianico, là, je m'en remettais pas, là. Mais cela dit, why not? Chacun fait ce qu'il veut. Les amis, si quelqu'un doit vous convaincre d'une Venezianico aujourd'hui, c'est bien évidemment pas moi. Même si je suis séduit, c'est Sacha avec son expérience. Et donc je disais, si c'est pas celle-là, si c'est pas la Vasco, la Venezianico, pardon, la Victorinox qu'on a vu tous les deux. Oui, le prochain modèle. Le problème c'est que là, franchement, c'est un cas qui n'est jamais arrivé dans Petite Montre entre amis, c'est qu'il me parle d'une montre, qu'une marque
à présenter, pas sous le manteau, mais un salon, avec interdiction de faire des photos. Et donc, en fait, ils vont sortir un modèle début d'année, franchement désirable, réussi. On leur souhaite plein de succès. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir illustrer ça. Exactement. Alors, puisqu'on peut pas illustrer, on va pas non plus décrypter la montre parce que ce serait trop compliqué, mais comment tu équilibres l'intérêt que tu as pour ce futur modèle de Victorinox entre la montre elle-même et le fait que Victorinox, c'est un truc important pour toi? C'est un peu des deux. Je dirais que là, ce qui me lance le plus sur cette montre-là, c'est le fait qu'il y a un nouveau bracelet. Si tu dis des conneries, là, il y a à chaque fois ils sont là, ils viennent te chercher, Sacha. Je vais pas en dire plus, mais ce nouveau bracelet passera sur mon inox. Donc ça permet encore d'avoir une variabilité d'échange et donc d'avoir 2 montres, mais en fait d'avoir une dizaine de montres entre les différents bracelets de l'une et de l'autre. Donc c'est ça qui me plaît le plus, mais c'est la montre en elle-même qui vraiment m'a bluffé. Je trouve qu'ils travaillent, ils écoutent vraiment leurs clients, ils écoutent ce que les gens demandent et on voit qu'il y a un vrai travail, qu'il y a une vraie évolution régulière. C'est vrai qu'ils investissent, ils sont là. Victorinox, ils sont pas que dans les couteaux, ils sont dans la bagagerie de voyage, etc. Alors que fondamentalement, le cœur de leur business, c'est même pas les couteaux de poche, c'est vraiment les ustensiles et les couteaux de cuisine. Tout à fait, j'en ai aussi. Oh là là, mais t'es cuisinier en plus. Ah non, mais je suis passionné. Il va nous faire un petit maigre. Avec une sauce au beurre blanc, on va se régaler avec quelques petits légumes, des petits oignons blancs et un peu de riz, ça ira très bien. Un peu de citron par-dessus, les amis, on est désolé, mais c'est le moment d'aller déjeuner. Un grand merci à toi, Sacha, d'être venu. On s'est régalé pour cet épisode. C'est la première fois qu'il y avait Venezianico sur la plateforme, toujours avec un témoignage authentique et sincère. Il vient avec ses montres, il nous a fait des surprises. On s'est régalé. Si vous avez été séduit par cette Venezianico, je vais y arriver. Je vous mets le lien en bas. L'un des meilleurs endroits, c'est pas le seul, mais en tout cas, vous pouvez aller l'essayer chez Au Chrono, rue de Rivoli à Paris. Et puis, si vous l'achetez en ligne chez Okara, si vous êtes acheteur chez eux pour la première fois, vous avez 10% de réduction. Après, bien évidemment, vous pouvez l'acheter en ligne. Toi, tu l'as acheté sur le site internet de la marque. Si vous voulez participer comme Sacha, c'est très simple. Rendez-vous sur www.dailyshooz.fr, vous remplissez un formulaire. Avant toute chose, commencez par participer à la plateforme pour montrer que vous avez envie de vous impliquer vis-à-vis de Daily Shoes. Et puis après, on trouve un moment, on peut prendre rendez-vous et faire un épisode sympa. Passer un bon moment. Et puis, si c'est le matin de 10h à midi, après, on va déjeuner ensemble. Et ça, c'est cool. Yes. Merci à toi. Merci à toi. Salut les amis. Ciao, ciao. Au revoir. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.